Il ne vaut même pas l'air qu'il respire. C'est pathétique comme il accepte tout ce que je fais, a déclaré ma femme Isabella en italien à son amie Francesca, alors que je me trouvais à seulement 3 mètres d'eux, tenant 2 verres de vin à la fête d'inauguration de son nouveau bureau. Je me suis arrêté au milieu de l'élégante salle, les verres tremblant légèrement dans mes mains. Le bruit des conversations autour de moi s'est transformé en un bourdonnement lointain, tandis que les paroles de ma femme depuis 8 ans résonnaient dans ma tête. Francesca a ri doucement et a répondu « Mais il te donne une belle vie, non ? La maison, la voiture, les voyages. » Également en italien. Isabella a ajusté le collier en diamant que je lui avais offert pour notre dernier anniversaire et a soupiré. C'est exactement ça. Il m'achète comme si j'étais un animal de compagnie. Il ne se rend même pas compte que j'ai un amant depuis 2 ans, a-t-elle dit avec un sourire cruel. Je m'appelle GAB, j'ai 34 ans et je viens de découvrir que toute ma vie était un mensonge élaboré. Ce qu'Isabella ignorait, c'est que j'avais passé 3 ans de mon adolescence chez ma grand-mère italienne à Naples. 3 ans à écouter, parler et rêver en italien tous les jours. Elle a toujours supposé que j'étais un Américain monolingue comme les autres, car je n'avais jamais mentionné cette compétence. Pourquoi aurais-je caché une telle chose à ma propre femme ? La réponse est simple. Depuis le début de notre relation, Isabella a toujours manifesté un étrange besoin de supériorité intellectuelle. Elle parlait couramment 5 langues et tenait à le mentionner dans toutes les conversations. Lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université, elle était entourée d'un groupe d'admirateurs impressionnés par sa capacité à passer du français à l'italien, à l'espagnol et à l'allemand dans la même phrase. J'étais juste le garçon tranquille du cours d'ingénierie qui était fasciné non pas par les langues, mais par la personne intelligente et sophistiquée qui les parlait. Pendant notre relation, chaque fois que nous étions avec ses amis, presque tous étrangers ou polyglottes, je me contentais de rester silencieux, souriant poliment pendant qu'il parlait dans des langues que je n'étais pas censé comprendre. Isabella semblait apprécier ce rôle de traductrice, d'être le pont entre moi et son monde cosmopolite. « Pauvre chéri, il ne comprend rien à ce que nous disons », disait-elle souvent avec un sourire condescendant, en me caressant le bras comme si j'étais un enfant perdu. Au début, je pensais que c'était de l'affection. Avec le temps, j'ai compris que c'était du contrôle. Francesca a poursuivi la conversation. « Et il ne se doute de rien à propos de Marco ?» a-t-elle demandé en italien, faisant référence au coach personnel qu'Isabella avait engagé 6 mois auparavant. « Marco ? Bien sûr que non. GAB est tellement naïf qu'il croit toutes les excuses que je lui donne. Je lui ai dit que je devais m'entraîner 5 fois par semaine pour ma santé mentale, dit Isabella en riant et en buvant une gorgée de vin. Je sentis mon estomac se nouer. Les séances d'entraînement supplémentaires. Les week-ends qu'elle passait à rendre visite à sa famille. Les voyages d'affaires qui devenaient de plus en plus fréquents. Tout s'assemblait avec une clarté douloureuse. « Tu n'as pas peur qu'il découvre la vérité ?» demanda Francesca en regardant nerveusement autour d'elle. Isabella secoua la tête avec une confiance excessive. Le découvrir comment ? Il arrive à peine à commander à manger dans un restaurant mexicain. De plus, je suis fatigué de faire semblant de m'intéresser à cette vie provinciale. Quand je me lasserai de Marco, je trouverai quelqu'un de mieux et je laisserai mon mari avec la maison et les dettes, dit-elle avec une froideur qui me transperça comme une lame. Je pris une profonde inspiration, m'efforçant de garder un visage impassible. Je m'approchai d'elle d'un pas décidé et tendis le vin à Isabella comme si de rien n'était. « Tiens, ma chérie », dis-je en anglais en l'embrassant sur la joue. Elle me sourit avec la même fausse tendresse que d'habitude. « Merci, mon chéri. Je parlais à Francesca de notre voyage en Toscane le mois prochain, dit Isabella, passant instantanément à l'anglais, jouant le rôle de l'épouse dévouée. Francesca me salua poliment, mais je remarquai le malaise dans ses yeux. Elle savait qu'elle venait de participer à une conversation qui pourrait détruire un mariage, et ma présence la rendait nerveuse. « La Toscane sera incroyable », répondis-je calmement en souriant aux 2 femmes. Isabella a toujours eu un talent particulier pour tout organiser à la perfection. Elle rit, pensant que c'était un compliment sincère. Elle n'avait aucune idée que chaque mot avait une signification bien plus profonde. Pendant qu'elle continuait à discuter avec Francesca en anglais, désormais de sujets superficiels, mon esprit tournait à plein régime. 8 ans de mariage. 8 ans à croire que notre relation était basée sur l'amour et le respect mutuel. 8 ans à être traité comme un idiot commode. Mais Isabella avait commis une erreur cruciale. Elle avait supposé que j'étais ignorant, non seulement en langue, mais en tout. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon silence avait toujours été stratégique, non par manque d'intelligence, mais par préférence. Pendant qu'elle se construisait une image de supériorité intellectuelle, je construisais ma carrière d'ingénieur en informatique, travaillant silencieusement sur des projets qui rapportaient plus d'argent en un mois qu'elle n'en gagnait en une année entière. Pendant qu'elle collectionnait les langues comme des trophées, je collectionnais des informations,
des compétences pratiques et surtout de la patience. Si vous suivez cette histoire et que vous avez l'impression de connaître quelqu'un comme ça dans votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment les choses peuvent changer lorsque la personne sous-estimée décide de montrer ce dont elle est vraiment capable. Car ce soir-là, en regardant le visage de la femme que j'aimais et qui venait de découvrir qu'elle me méprisait, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies pour toujours. Isabella avait passé des années à me sous-estimer, à parler de moi comme si j'étais un objet inanimé, à planifier mon avenir à mon insu et sans mon consentement. C'était maintenant à mon tour de planifier le sien. Les 2 heures qui ont suivi lors de cette fête se sont transformées en une leçon magistrale sur la façon dont ma femme était devenue une experte en manipulation. J'ai observé Isabella circuler dans la salle comme une actrice sur sa scène préférée, passant d'un groupe de personnes à l'autre, chaque conversation soigneusement calibrée pour projeter l'image qu'elle souhaitait. Avec ses collègues américains, elle était l'épouse dévouée qui se souciait de ma carrière. Avec les Européens, elle était l'intellectuelle sophistiquée prisonnière d'un mari provincial. GAB travaille tellement qu'il n'a presque pas le temps d'apprendre de nouvelles choses. L'ai-je entendu dire à un groupe d'architectes français, en riant d'un air apparemment affectueux. Je lui dis toujours qu'il doit élargir ses horizons, mais vous savez comment sont les ingénieurs américains. Tout le monde a ri poliment, tandis que je faisais semblant de ne pas comprendre la blague faite à mes dépens. Francesca s'est approchée de moi pendant qu'Isabella était distraite par une conversation avec le directeur du nouveau bureau. « Votre mari semble très détendu », m'a-t-elle dit en italien, pour vérifier que je ne comprenais vraiment pas. J'ai souri vaguement et j'ai répondu en anglais. « Désolé, je ne parle pas italien. Pouvez-vous répéter en anglais ?» Elle s'est immédiatement détendue. « Oh, j'ai dit que vous sembliez très détendu. Cette fête doit être importante pour Isabella. »« Certainement. » ai-je répondu en buvant une gorgée de vin. Elle a travaillé dur pour en arriver là. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'Isabella était arrivée là en utilisant mon argent pour financer les études d'architecture qui lui avaient permis d'obtenir cette promotion. De l'argent que j'avais gagné en travaillant 60 heures par semaine sur des projets qu'elle considérait comme ennuyeux et sans créativité. Pendant notre mariage, chaque fois que je parlais de mon travail, Isabella changeait rapidement de sujet ou faisait des commentaires sur le fait que la programmation était quelque chose que n'importe qui pouvait apprendre sur YouTube. Elle ne me posait jamais de questions sur mes projets, ne montrait jamais de curiosité pour les systèmes que je développais pour des multinationales. Pour elle, mon travail n'existait que comme un moyen de financer le style de vie qu'elle voulait maintenir. Je me suis souvenu de la dernière fois où j'avais essayé de partager une réussite professionnelle avec elle. Je venais de conclure un contrat de 2 ans pour développer un système de sécurité bancaire qui me rapporterait une commission à 6 chiffres. « C'est merveilleux, mon amour », m'avait-elle répondu sans lever les yeux de son téléphone. « Tu peux transférer un peu plus d'argent sur mon compte ce mois-ci ? Je veux suivre ce cours d'histoire de l'art à Florence. » Pas de félicitations. Pas de questions sur le projet. Juste une demande immédiate pour utiliser l'argent que j'avais gagné. Maintenant, en la regardant briller sous l'attention des invités, je comprenais que notre dynamique n'avait jamais été une question de partenariat. C'était une question de commodité. Isabella s'est approchée de moi à nouveau, cette fois accompagnée de Marco. Oui, Marco. Le coach personnel qui était censé l'aider à améliorer sa santé mentale. Il était exactement comme je l'avais imaginé. Grand, bronzé, avec ce genre de confiance superficielle qui vient de muscles bien dessinés et de peu de responsabilités réelles. Il portait une chemise blanche trop moulante et souriait avec une familiarité qui m'a fait serrer les poings involontairement. « GAB, voici Marco », a dit Isabella en anglais, en posant sa main sur son bras d'une manière qui dépassait clairement les limites professionnelles. « C'est le coach personnel dont je t'ai parlé. » Marco m'a tendu la main avec une poignée de main trop ferme. « Ravi de te rencontrer enfin, mec. Isabella parle beaucoup de toi. »« J'en suis sûr, » répondis-je en gardant un ton neutre. « Il a complètement transformé ma condition physique, » ajouta Isabella en regardant Marco avec une admiration évidente. 5 séances par semaine peuvent sembler excessives pour certaines personnes, mais les résultats en valent la peine. 5 séances par semaine. Chacune coûtait $150. 750 $ par semaine pour que ma femme s'entraîne avec son amant. Isabella est l'une de mes élèves les plus assidues, a déclaré Marco, et j'ai remarqué qu'il évitait d'utiliser le mot « cliente ». Elle fait vraiment des efforts pour atteindre ses objectifs. Oh, je suis sûr qu'elle fait des efforts. Ils ont continué à parler des exercices fonctionnels et de souplesse, utilisant autant de métaphores à double sens que n'importe quelle personne un tant soit peu attentive aurait compris le sous-entendu. Mais apparemment, j'étais censé être le mari naïf qui ne remarquait rien. Francesca s'est jointe au groupe et la conversation est naturellement revenue à l'italien. « Marco, tu sembles en excellente forme », a déclaré Francesca. « Isabella m'a dit que vous aviez beaucoup travaillé ensemble. »
Marco Harry, nous formons une très bonne équipe. Isabella a une endurance impressionnante. Isabella rougit légèrement. Marco m'a appris que je peux aller beaucoup plus loin que je ne l'imaginais. Il me montre des positions que je n'avais jamais essayées auparavant. Il parlait littéralement de sexe devant moi, utilisant l'italien comme code secret. Francesca me regarda nerveusement, mais Isabella se contenta de sourire avec assurance. Ne t'inquiète pas. Comme je te l'ai dit, il ne comprend rien. Vous ne vous voyez qu'à la salle de sport? Demanda Francesca, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Oh non, répondit Marco. Isabella vient chez moi 3 fois par semaine pour des séances privées plus intenses. Elle aime travailler dans un environnement plus intime. Isabella Harry, les séances privées sont nettement plus efficaces. Je peux me concentrer pleinement sur ce que Marco m'enseigne sans distraction extérieure. J'ai pris une profonde inspiration, m'efforçant de garder un visage amical alors qu'il discutait ouvertement de cette liaison extra-conjugale en ma présence. Et votre mari ne voit pas d'inconvénient à toutes ces séances supplémentaires? A demandé Francesca. Isabella me regarda avec ce même sourire condescendant. GAB est très compréhensif. Il veut ce qu'il y a de mieux pour moi, même si cela signifie moins de temps ensemble à la maison. De plus, il est tellement absorbé par son travail qu'il remarque à peine mon absence. C'est vrai, ajouta Marco. Isabella m'a dit que vous meniez pratiquement des vies séparées. Cela doit être pratique pour tout le monde. Pratique. Ce mot résonna dans mon esprit. Toute notre vie était devenue une question de commodité pour Isabella. Commodité financière, commodité sociale, commodité émotionnelle. J'étais le mari fonctionnel qui lui permettait de vivre la vie qu'elle voulait sans assumer aucune responsabilité réelle. La conversation se poursuivit pendant quelques minutes, Marco et Isabella rivalisant pour voir qui serait le plus explicite sans utiliser de mots littéraux. Ils décrivirent des séances d'étirement prolongées, des exercices qui les épuisaient tous les deux et des techniques spéciales que Marco avait apprises en Europe. Francesca s'est finalement excusée et s'est éloignée, visiblement gênée. Isabella et Marco n'ont même pas remarqué son départ, perdus dans leur propre bulle d'auto-indulgence. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû remarquer des années auparavant. Isabella n'était pas seulement infidèle. Elle était cruellement calculatrice. Tout dans cette conversation avait été orchestré. La présence de Marco à la fête. La conversation en italien. La description explicite de leur liaison. Elle voulait que je le sache, même si elle pensait que je ne comprenais pas. C'était du pouvoir. Du pouvoir sur moi, du pouvoir sur la situation, le pouvoir de mener 2 vies complètement différentes sans conséquence. Elle tirait une satisfaction sadique du fait de me trahir ouvertement, protégé uniquement par l'hypothèse que j'étais trop ignorant pour comprendre. Marco a finalement pris congé, embrassant Isabella sur la joue un peu trop longuement avant de me serrer à nouveau la main. Ce fut un plaisir de te rencontrer, mec. Je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Après son départ, Isabella s'est tournée vers moi avec une énergie renouvelée. N'était-ce pas génial de rencontrer Marco en personne? Il est exactement comme je l'avais décrit. Il semble être une personne intéressante, ai-je répondu calmement. Vous vous entendez clairement très bien tous les deux. Oh oui, dit-elle, les yeux brillants. Il comprend vraiment ce dont j'ai besoin. Je suis sûr qu'il comprend. Nous avons passé 1 heure de plus à la fête. Isabella continuant à jouer le rôle de l'épouse sociable tandis que je souriais et faisais les commentaires attendus. Mais quelque chose de fondamental avait changé en moi. Pendant 8 ans, j'avais interprété le comportement contrôlant d'Isabella comme une confiance excessive ou une insécurité déguisée. J'avais rationalisé ses critiques subtiles comme du perfectionnisme. J'avais accepté d'être traité comme un accessoire financier parce que je croyais qu'elle m'aimait, même si elle avait du mal à le montrer. Maintenant, je voyais la vérité crue. Isabella me méprisait. Ce n'était pas seulement sa trahison physique avec Marco qui me blessait. C'était la révélation que, pour elle, j'étais si insignifiant qu'elle pouvait discuter ouvertement de notre humiliation conjugale en ma présence, protégée uniquement par son arrogance verbale. Elle avait construit toute une vie en partant du principe que j'étais trop simple pour m'en rendre compte, trop passif pour réagir et trop dépendant pour la quitter. Sur le chemin du retour, Isabella a bavardé à propos de ses collègues, de ses opportunités futures, de ses projets pour les semaines à venir. Elle a mentionné en passant qu'elle aurait besoin de plus de séances d'entraînement avec Marco pour maintenir ses progrès. J'ai acquiescé au bon moment, j'ai murmuré des approbations appropriées, j'ai joué le rôle du mari compréhensif. Mais intérieurement, une partie de moi calculait. Je calculais combien de fois elle m'avait menti en face. Je calculais combien de notre argent commun elle dépensait pour entretenir sa liaison extra-conjugale. Je calculais depuis combien de temps toute notre vie reposait sur sa capacité à me manipuler. Et surtout,
Je calculais exactement comment je pourrais utiliser sa confiance excessive à son encontre. Isabella avait commis l'erreur classique des manipulateurs qui réussissent. Elle croyait à sa propre propagande. Elle était tellement convaincue de mon ignorance qu'elle était devenue négligente, tellement sûre de son emprise qu'elle était devenue vulnérable. Elle n'avait aucune idée que l'homme assis à côté d'elle dans la voiture n'était plus la victime passive qu'elle pensait connaître. C'était quelqu'un qui avait finalement décidé de jouer le même jeu qu'elle, mais avec des règles qu'elle n'avait jamais apprises. Nous sommes arrivés à la maison à 23h45 et Isabella a immédiatement suivi sa routine habituelle. Long bain, soin de la peau élaboré et vérification obsessionnelle de son téléphone avant de se coucher. Je fis semblant d'être occupé à classer des documents dans le bureau, tout en observant chacun de ses mouvements à travers le reflet de la fenêtre. Chaque geste semblait chargé d'une nouvelle signification sinistre. Quand elle s'endormit enfin, j'attendis encore 30 minutes avant de me lever silencieusement. Je me dirigeai vers son sac, qui se trouvait sur la commode de la chambre, et pris son téléphone. Le mot de passe était notre date d'anniversaire. Évidemment. Même si nous menions deux vies complètement différentes, Isabella maintenait l'apparence d'une épouse dévouée jusque dans les moindres détails. Ce que j'ai trouvé dans les messages m'a fait m'asseoir lourdement sur la chaise de bureau. Les conversations avec Marco commençaient à 5h30 du matin et se terminaient après minuit. Tous les jours. Depuis 2 ans. Bonjour, mon amour. J'ai rêvé de toi toute la nuit. C'était toujours ainsi qu'elle commençait. Je ne supporte plus de faire semblant avec lui. Quand vas-tu me sortir de cette situation? Isabella avait écrit cela 3 jours auparavant. La réponse de Marco était directe. Patience, princesse. Tu dois d'abord t'assurer au sujet de l'argent. Découvre tout sur ses comptes et ses investissements. Ensuite, nous parlerons de Cancun. Cancun. Ils prévoyaient de s'enfuir ensemble. J'ai continué à lire, mon estomac se nouant à chaque nouveau message. Ils discutaient non seulement de la fin de mon mariage, mais aussi de la manière dont Isabella pourrait en tirer le maximum. Il est tellement naïf qu'il ne s'apercevra même pas quand je transférerai l'argent du compte d'épargne, avait-elle écrit la semaine précédente. Et l'appartement à Miami que vous avez acheté l'année dernière? Demanda Marco. Il est à nos deux noms, mais j'ai une procuration. Je peux le vendre sans qu'il le sache. Miami. Il parlait de l'appartement de vacances que nous avions acheté avec les économies que j'avais accumulées en travaillant des heures supplémentaires. L'appartement qu'Isabella disait être notre refuge pour la retraite. Mais le message qui m'a le plus choqué était caché au milieu d'une conversation apparemment romantique. Parfois, j'ai pitié de lui, avait écrit Isabella. Il pense vraiment que nous sommes heureux. N'aie pas pitié, avait répondu Marco. Il a choisi de vivre dans un fantasme. Tu es juste en train de te réveiller à la réalité. Les hommes comme lui méritent qu'on leur apprenne comment fonctionne le monde réel. Les hommes comme moi. Comme si j'étais un type particulier de personne qui méritait naturellement d'être trahi et humilié. J'ai photographié les messages les plus compromettants avec mon propre téléphone, en prenant soin de ne laisser aucune trace. Puis j'ai remis son appareil exactement à la même place. De retour au bureau, j'ai passé les 3 heures suivantes à lire chaque conversation, chaque photo envoyée, chaque plan qu'ils avaient ourdi derrière mon dos. Le niveau de détail était impressionnant. Ils ne se contentaient pas d'avoir une liaison, ils orchestraient méthodiquement la destruction de ma vie financière et émotionnelle. Isabella avait photographié des documents importants dans mon bureau. Des relevés bancaires, des contrats de travail, des informations sur des clients. Tout avait été partagé avec Marco, comme s'ils étaient associés dans une entreprise dont le produit était ma destruction. Il y avait même des conversations sur la façon dont il pourrait utiliser mon travail contre moi. Il travaille avec beaucoup d'entreprises importantes, avait écrit Isabella. Si quelqu'un découvre qu'il favorise certains clients, cela pourrait nuire à sa réputation. Des faveurs. Elle faisait référence aux remises que j'accordais aux startups dirigées par des femmes ou des minorités ethniques. C'était quelque chose que je faisais par principe, pour tenter d'équilibrer un secteur dominé par les hommes blancs. Pour elle, c'était un moyen de chantage. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Isabella et j'ai préparé le café comme d'habitude. Quand elle est descendue, souriante, et m'a dit à quel point la fête avait été merveilleuse, j'ai réussi à lui rendre son sourire et à acquiescer. Marco semble être une personne intéressante. Ai-je commenté avec désinvolture, en beurrant mon toast. Oh oui, a-t-elle répondu, les yeux légèrement brillants. Très professionnel. Je pense que tu l'aimerais bien si vous discutiez davantage. J'aimerais bien. Bien sûr. On pourrait peut-être l'inviter à dîner un de ces jours, ai-je suggéré, observant sa réaction. Isabella a failli s'étouffer avec son café, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Notre relation est strictement professionnelle. Strictement professionnelle. Ces mots m'ont presque fait rire.
Après qu'elle soit partie travailler, entre guillemets, car je doutais désormais de l'endroit où elle passait réellement ses journées, j'ai appelé mon frère Danny. Danny vivait à Chicago et travaillait comme avocat spécialisé dans les divorces conflictuels. Nous nous parlions au moins une fois par semaine, mais je ne lui avais jamais mentionné de problème dans mon mariage. Pour lui, Isabella et moi formions le couple parfait. GAB. Quelle surprise! D'habitude, tu appelles le dimanche, m'a-t-il répondu de sa voix enjouée habituelle. Danny, j'ai besoin d'un service. Un service professionnel. Suis-je allé droit au but? Il y a eu un silence. Tout va bien. Je vais être honnête avec toi. J'ai découvert qu'Isabella avait une liaison. Depuis 2 ans. Et il prévoit de me laisser sans rien. Le silence de l'autre côté de la ligne a duré près de 30 secondes. Mon Dieu, GAB. Tu en es sûr? Je lui ai parlé de la fête, des conversations en italien, des messages que j'avais trouvés. Danny m'a écouté sans m'interrompre, posant des questions précises et prenant des notes. Premièrement, tu as bien fait de tout documenter, a-t-il finalement déclaré. Deuxièmement, je dois te prévenir, Isabella est peut-être en train de commettre plusieurs délits. Fraude conjugale, planification de vol, utilisation abusive d'une procuration. Cela va bien au-delà d'un simple divorce. Que me conseilles-tu de faire? Pour l'instant, continuez à faire semblant de ne rien savoir. Mais j'ai besoin de vous ici à Chicago ce week-end. Nous allons nous réunir avec mon équipe et élaborer une stratégie complète. Et GAB? Je vous écoute. Cette situation peut devenir très grave très rapidement. Préparez-vous psychologiquement au fait que, lorsque tout cela sera terminé, votre vie sera complètement différente. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté à regarder par la fenêtre du bureau. Danny avait raison. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le mariage que je croyais avoir existé n'avait jamais été réel. La femme que j'aimais était une version éditée, créée spécifiquement pour me manipuler. Mais alors que j'étais là, à assimiler l'ampleur de la trahison, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais pas le besoin de plaire à qui que ce soit. Tout au long de notre relation, je m'étais adapté au goût d'Isabella, à ses attentes, à son emploi du temps. Je me demandais toujours si elle était satisfaite, si elle était heureuse, si elle avait besoin de quelque chose. Maintenant que je savais que tout n'était qu'une mise en scène, je me sentais étrangement libéré. J'ai passé le reste de l'après-midi à faire des recherches sur les droits conjugaux dans l'État, sur la manière de protéger ses biens en cas de divorce frauduleux, sur les détectives privés spécialisés dans les cas d'infidélité. Quand Isabella est rentrée à la maison à 20h, 2 heures plus tard que prévu, je regardais tranquillement la télévision. Désolé d'être en retard, mon amour. Marco a insisté pour faire quelques séances supplémentaires aujourd'hui, m'a-t-elle dit en m'embrassant sur le front. Bien sûr, pas de problème. Ai-je répondu sans détourner les yeux de l'écran. Tu as l'air fatigué. Oui, je le suis. Ces exercices sont plus intenses que je ne l'imaginais. J'en suis sûr. Elle est montée prendre une douche en fredonnant une chanson italienne que je ne connaissais pas. Quand j'ai entendu la douche s'allumer, j'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Danny. Confirme Chicago pour samedi. Et Danny? Merci de m'avoir écouté. La réponse est venue immédiatement. C'est à ça que servent les frères. On va régler ça ensemble. Pour la première fois en 48 heures, j'ai souri sincèrement. Isabella pouvait avoir Marco, leurs conversations en italien et leurs plans élaborés. Elle pouvait sous-estimer mon intelligence et traiter notre mariage comme un jeu où elle détenait toutes les cartes. Mais elle avait commis une erreur fondamentale, supposer que je resterais passif indéfiniment. Pendant qu'elle chantait dans la salle de bain, probablement en rêvant de Cancun et de sa nouvelle vie, j'étais en bas, commençant à construire méticuleusement sa ruine. Car si Isabella voulait jouer, j'étais enfin prêt à lui montrer comment le jeu fonctionnait vraiment. Et contrairement à elle, je n'avais pas besoin d'un partenaire pour gagner. En fait, j'avais quelque chose de bien mieux, du temps, de l'intelligence et maintenant, enfin, de la motivation. Ce qu'elle avait interprété comme de la faiblesse pendant toutes ces années n'était que de la patience accumulée. Et ma patience venait de trouver son utilité. Le voyage à Chicago samedi s'est transformé en l'expérience la plus révélatrice de ma vie d'adulte. Danny m'a retrouvé à l'aéroport avec un volumineux dossier sous le bras et une expression mêlant détermination et inquiétude fraternelle. Pendant le trajet jusqu'à son bureau, il m'a expliqué qu'il avait passé la nuit à rechercher des précédents juridiques pour des cas similaires. GAB, ce que fait votre femme n'est pas seulement une trahison conjugale, m'a-t-il dit en conduisant dans les rues animées du centre-ville. C'est une conspiration en vue de commettre une fraude, un abus de procuration et un projet de vol. Dans l'Illinois, cela pourrait donner lieu à des poursuites pénales. Dans son bureau, une équipe de 3 personnes nous attendait. Sarah, spécialiste en enquête numérique,
Marcus, détective privé avec 30 ans d'expérience, et Elena, avocate spécialisée dans les crimes financiers conjugaux. Commençons par l'évidence, a déclaré Sarah en ouvrant son ordinateur portable. J'ai besoin d'accéder aux comptes joints, aux mots de passe des emails, aux réseaux sociaux. Tout ce que vous pouvez obtenir sans enfreindre la loi. J'ai passé les 2 heures suivantes à fournir des informations dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Mots de passe partagés, coordonnées bancaires, emploi du temps détaillé d'Isabella, numéro de téléphone de toutes les personnes impliquées. Marcus m'a posé des questions auxquelles je n'avais jamais pensé. A-t-elle des habitudes particulières en matière d'horaire? Des endroits qu'elle fréquente régulièrement? Des personnes qui pourraient servir de témoins? Tout en répondant, je me suis rendu compte à quel point ma passivité pendant toutes ces années avait été, ironiquement, un outil parfait pour recueillir des informations. Je connaissais chaque détail de la vie d'Isabella parce que j'étais toujours attentif alors qu'elle me considérait comme insignifiant. Elena a pris des notes minutieuses. Le fait que vous soyez marié sous le régime de la communauté partielle signifie que tout transfert important d'argent à votre insu constitue une fraude. Et si nous parvenons à prouver qu'elle a délibérément planifié cela? Nous y sommes parvenus, a interrompu Sarah en regardant l'écran de l'ordinateur. Elle a laissé des traces numériques partout. Au cours des 40 minutes qui ont suivi, nous avons regardé Sarah démanteler systématiquement la vie numérique d'Isabella. Des emails supprimés mais récupérables. L'historique de recherche Google sur comment cacher de l'argent pendant un divorce et état sans communauté de biens. Des recherches sur des billets d'avion pour Cancun à différentes dates. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue lorsque Sarah accédait au compte iCloud d'Isabella en utilisant un mot de passe qui était une variante de notre anniversaire de mariage. Elle a des photos, a déclaré Sarah en tournant l'écran pour que nous puissions voir. Beaucoup de photos. Les images montraient Isabella et Marco dans des situations intimes, mais aussi des documents de mon bureau photographiés en secret. Des contrats avec des clients, des relevés bancaires personnels, même des notes sur des réunions de travail. C'est de l'espionnage industriel, murmura Elena. Elle ne prévoyait pas seulement de vous voler personnellement. Elle collectait des informations qui pourraient nuire à votre carrière professionnelle. Marcus désigna une photo en particulier. Celui-ci est un document sur le contrat avec Meridian Tech, n'est-ce pas? S'il découvrait que des informations confidentielles ont été compromises, cela mettrait non seulement fin au contrat, mais vous pourriez également être poursuivi pour violation de la confidentialité. L'ampleur de la trahison me frappa comme une vague glaciale. Isabella n'avait pas seulement une liaison ou l'intention de me quitter. Elle détruisait systématiquement ma capacité à me remettre financièrement après le divorce. Danny referma le dossier avec force. Cela change complètement la stratégie. Nous n'avons plus affaire à un divorce compliqué. Nous avons affaire à des crimes fédéraux. Au cours des 2 heures qui suivirent, nous élaborâmes un plan à la fois simple et d'une efficacité redoutable. Marcus allait commencer à surveiller discrètement Isabella et Marco, documentant leur rencontre et établissant un schéma comportemental clair. Sarah allait continuer à surveiller leurs activités numériques, en particulier les transferts d'argent ou les communications concernant Cancun. Elena allait préparer les documents juridiques nécessaires pour geler immédiatement leurs avoirs au moment opportun. Et Danny allait tout coordonner, s'assurant que chaque étape soit juridiquement solide et stratégiquement synchronisée. La clé, c'est le timing, expliqua Elena. Nous devons la laisser commettre suffisamment d'actes pour établir un schéma criminel clair, mais pas trop pour ne pas causer de dommages irréversibles à ses finances. Et psychologiquement, ajouta Marcus, plus elle sera plus confiante, plus elle deviendra négligente. Les personnes qui croient avoir gagné commettent les erreurs les plus dramatiques. Je suis rentré chez moi dimanche soir avec un sentiment complètement différent. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais pas comme une victime réagissant à des événements hors de mon contrôle. J'avais un plan, une équipe et une compréhension claire du fait qu'Isabella avait fondamentalement sous-estimé à qui elle avait affaire. Isabella m'a accueilli à la porte avec un sourire radieux. « Comment s'est passé ton voyage avec Danny? Vous avez toujours tellement de choses à vous dire. » « Il a été productif, ai-je répondu en l'embrassant sur la joue. Nous avons discuté de quelques projets familiaux pour l'année prochaine. Des projets familiaux. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Au cours de la semaine suivante, Isabella est devenue encore plus négligente. Ses mensonges sont devenus plus élaborés, presque comme si elle testait jusqu'où elle pouvait pousser sa manipulation. Le mardi, elle a annoncé qu'elle devait se rendre à Los Angeles pendant 4 jours pour un projet architectural spécial. Le mercredi, elle a dit que Marco lui avait recommandé une retraite bien-être qui coûterait 2400 $. Le jeudi, j'ai trouvé une deuxième clé d'appartement cachée dans son sac à main. À quoi sert cette clé? Lui ai-je demandé avec désinvolture pendant le dîner. Oh, celle-là,
a-t-elle répondu sans hésiter. Marco m'en a donné une copie de son club de sport. Il a un studio privé où nous pouvons faire des séances plus intensives sans être dérangés. Un studio privé. Bien sûr. J'ai photographié la clé en secret et j'ai envoyé l'image à Marcus. 2 heures plus tard, il a confirmé. C'était l'appartement que Marco louait à 15 minutes de chez nous. Ce soir-là, pendant qu'Isabella prenait sa douche, j'ai reçu un message de Dani. Tout est documenté. Sarah a trouvé des virements bancaires vers des comptes offshore. Elena prépare les papiers. Marcus a des photos d'elle entrant dans l'appartement de Marco 3 fois cette semaine. Comment te sens-tu? Prêt, ai-je répondu. Et je l'étais vraiment. Pendant des années, j'avais interprété le besoin constant d'Isabella de démontrer sa supériorité intellectuelle comme une insécurité déguisée. J'avais rationalisé son comportement contrôlant comme un perfectionnisme mal dirigé. Maintenant, en la regardant chanter insouciante sous la douche alors qu'elle planifiait de détruire ma vie, je comprenais qu'il n'y avait rien d'insécurisé ou de mal orienté dans ses actions. Isabella était simplement une personne qui considérait les autres comme des objets à manipuler quand cela lui convenait et à jeter quand ils n'étaient plus utiles. Si vous suivez ce parcours de découverte et de préparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre montrera que sous-estimer la personne calme de la famille peut être la plus grande erreur que l'on puisse commettre dans la vie. Ce qu'Isabella ne comprenait pas, c'est que mon silence pendant toutes ces années n'était pas le signe d'une passivité ou d'une ignorance. C'était le résultat d'une personne qui préfère observer et comprendre complètement une situation avant d'agir. Et maintenant, enfin, j'avais suffisamment observé. Le vendredi matin, alors qu'elle se préparait pour une nouvelle session intensive avec Marco, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à mettre en œuvre la deuxième phase du plan. Isabella avait passé 2 ans à me sous-estimer, croyant que son intelligence linguistique la rendait supérieure à tous égards. Elle était sur le point de découvrir la différence entre connaître les langues et comprendre la stratégie. Et cette différence allait changer nos vies pour toujours. Le lundi matin, Isabella annonçait son voyage d'affaires à Los Angeles qui devait durer 4 jours. Elle m'embrassa sur le front avec la même fausse tendresse que d'habitude et me dit qu'elle me manquerait. Marco va assurer quelques séances supplémentaires pour d'autres clients pendant mon absence, mentionna-t-elle avec désinvolture. Donc, si tu as besoin de la salle de sport, tu peux l'appeler. Bien sûr. Marco allait assurer d'autres choses aussi. Dès que son taxi a quitté l'entrée de notre maison, j'ai appelé Dani. C'est le moment, ai-je simplement dit. Je confirme la réception. Sarah suit son GPS. Marcus est en position à l'aéroport. Elena a les documents prêts. Es-tu sûr d'être prêt pour ça? J'ai regardé autour de moi la maison où j'avais vécu pendant 8 ans, pensant que c'était mon foyer. Chaque objet, chaque photo accrochée au mur, chaque meuble choisi ensemble. Tout cela faisait partie d'une mise en scène élaborée que je finançais pendant qu'Isabella menait la danse. Je suis prêt, ai-je répondu. Ce qu'Isabella ignorait, c'est que Marcus avait discrètement installé des caméras de sécurité à des endroits stratégiques de notre propriété 2 semaines auparavant. Légalement, j'avais le droit de surveiller ma propre maison. Ce que ces caméras avaient capturé pendant les séances d'entraînement d'Isabella et Marco dans notre jardin allait constituer une preuve accablante. À 10 heures du matin, j'ai reçu le premier message de Sarah. Elle n'a pas pris le vol pour Los Angeles. Elle se dirige vers l'appartement de Marco. À 2 heures de l'après-midi, ils sont sortis ensemble. Direction la banque centrale. Marco porte un porte-document. À 4 heures, tentative d'accès au compte d'épargne commun. Transfert de 25 000 $ refusé par le système de sécurité que tu as activé la semaine dernière. Isabella m'a appelé à 4h15, la voix tendue. Chérie, j'ai des problèmes pour accéder à notre compte d'épargne. As-tu changé un mot de passe? Je n'ai rien changé, ai-je répondu calmement. C'est peut-être un problème du système bancaire. Tu appelles de Los Angeles? Pause. Oui. De Los Angeles. La connexion Internet de l'hôtel est horrible. Je comprends. Quand tu rentreras jeudi, on pourra régler ça ensemble à la banque. Nouvelle pause. Jeudi? Je ne peux pas régler ça avant? Malheureusement, ils exigent la signature en personne des 2 conjoints pour les transactions supérieures à 10 000 $. C'est une nouvelle politique de sécurité. C'était un mensonge, bien sûr. Mais Isabella ne le savait pas. Dani m'a appelé 1 heure plus tard. Elle a essayé d'accéder au compte 3 fois dans différentes banques. Marco est visiblement nerveux. Je pense qu'ils ont une date limite pour quelque chose. Probablement le voyage à Cancun, ai-je répondu. Les billets que Sarah a trouvés sont pour ce week-end. Mardi, Isabella a appelé 2 fois, inventant des excuses de plus en plus élaborées pour rentrer plus tôt. Mercredi, elle s'est simplement présentée à la porte à 7 heures du soir,
4 heures avant l'heure qu'elle avait annoncée. Chérie, quelle surprise, ai-je dit en ouvrant la porte. Je pensais que tu ne rentrerais que demain. Le projet s'est terminé plus tôt, a-t-elle répondu rapidement, les yeux scrutant la pièce comme si elle cherchait des preuves que j'avais découvert quelque chose. Et tu m'as manqué. Isabella a passé les 2 heures suivantes à essayer d'accéder discrètement à nos documents financiers dans le bureau. J'ai fait semblant de regarder la télévision tout en observant chacun de ses mouvements à travers le reflet de l'écran. Le jeudi matin, elle était visiblement agitée. Marco a appelé 3 fois avant 9 heures. À chaque fois, elle a répondu en chuchotant en italien depuis la salle de bain. Il se doute de quelque chose, l'ai-je entendu dire lors du 3e appel. Hier soir, il était bizarre, très attentionné. Et je n'ai pu accéder à aucun compte. Marco a répondu quelque chose que je n'ai pas complètement compris, mais j'ai saisi les mots « Cancun » et « demain ». C'est alors que j'ai pris ma décision finale. À 2 heures de l'après-midi, pendant qu'Isabella faisait ses courses, j'ai appelé Danny et lui ai dit « Activez tout. C'est maintenant ou jamais ». À 3h15, Isabella a reçu un appel qui a changé sa vie pour toujours. C'était Elena, qui s'est présentée comme enquêtrice du département des crimes financiers de l'État. Elle a informé Isabella qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour fraude conjugale, utilisation abusive d'une procuration et complot en vue de commettre un vol. Isabella est devenue blanche comme un linge. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elena lui a calmement expliqué qu'il disposait de preuves photographiques, de communications numériques et de documents bancaires attestant d'activités criminelles. Isabella avait 48 heures pour se présenter avec un avocat. Quand Isabella raccrocha, ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. « GAB », dit-elle en se tournant vers moi. « Je pense que quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau dans une affaire financière. Il raconte des absurdités sur une fraude conjugale. » Je l'ai regardé avec la même expression neutre que j'avais gardée pendant toutes ces années. « C'est terrible, mon amour. C'est certainement un malentendu. Je dois appeler Marco, a-t-elle dit en se dirigeant vers le téléphone. « Marco ?» ai-je demandé. « Pourquoi appellerais-tu ton entraîneur personnel pour un problème juridique ?» Isabella s'est arrêtée en chemin. Pour la première fois en 8 ans de mariage, je n'avais pas de réponse toute prête. « Il connaît un bon avocat », a-t-elle bégayé. À ce moment-là, j'ai décidé que j'avais assez faim l'ignorance. « Isabella », ai-je dit calmement en me levant de mon fauteuil. « Assieds-toi. » Quelque chose dans mon ton la fit obéir immédiatement. « Depuis combien de temps Marco et toi prévoyez-vous de vous enfuir à Cancun avec mon argent ?» demandai-je en portugais. Elle cligna des yeux, perplexe. « De quoi parles-tu » ? Je suis passé à l'italien. Depuis combien de temps pensez-vous que je suis assez idiot pour ne pas me rendre compte que vous me volez ? Isabella est devenue livide. « Vous parlez italien » a-t-elle murmuré. « Couramment » ai-je répondu, toujours en italien. Tout comme j'ai compris chaque mot que vous avez dit à mon sujet lors de la fête d'entreprise. À quel point je suis pathétique. À quel point tu m'achètes comme un animal de compagnie. À quel point tu prévois de me laisser avec des dettes. Isabella se leva en titubant, s'agrippant au dossier du canapé. « GAB, je peux t'expliquer. »« Assieds-toi » ordonnai-je, cette fois en anglais, avec une fermeté qui la fit obéir instantanément. J'ai ouvert mon porte-documents et posé une pile de documents sur la table basse. Des photocopies de vos messages avec Marco au cours des 2 dernières années. Des photos de vous entrant et sortant de son appartement. Des relevés bancaires montrant les 2400 $ que vous dépensez chaque mois pour vos séances d'entraînement. Des documents attestant de vos tentatives d'accès à nos comptes joints cette semaine. Isabella regardait les papiers comme s'il s'agissait de serpents venimeux. Et le meilleur pour la fin, ai-je poursuivi, la preuve que tu as photographié des documents confidentiels de mes clients pour les utiliser à des fins de chantage. Ce n'est pas seulement une trahison conjugale, Isabella. C'est de l'espionnage industriel. C'est un crime fédéral. Elle se mit à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de colère d'avoir été découverte. « Tu ne comprends pas, » dit-elle entre 2 sanglots. Notre vie était tellement limitée. J'avais besoin de plus. Je mérite plus. Tu mérites plus ? demandai-je, ma voix toujours calme. Tu méritais plus qu'une maison payée, des voitures neuves, des voyages en Europe, la liberté de suivre tous les cours que tu voulais et un mari qui travaillait 60 heures par semaine pour financer tes rêves. Isabella s'essuya le visage et me regarda avec un mélange de mépris et de désespoir. Tu ne m'as jamais comprise. Tu ne m'as jamais appréciée pour ce que je suis vraiment. Au contraire, répondis-je. J'ai compris exactement qui tu es.
Il m'a juste fallu beaucoup de temps pour l'accepter. Mon téléphone sonna. C'était Danny. GAB. Marco vient d'être arrêté alors qu'il tentait de retirer 50 000 $ d'un compte offshore qu'il avait ouvert en utilisant tes informations personnelles. Apparemment, il a paniqué lorsqu'il a appris l'enquête et a essayé de récupérer autant d'argent que possible avant de s'enfuir. J'ai regardé Isabella, qui avait entendu chaque mot. On dirait que ton petit ami t'a abandonné. Ai-je dit calmement. Isabella s'est complètement effondrée. Elle est tombée à genoux sur le sol de notre salon, sanglotant de manière incontrôlable. S'il te plaît, GAB. On peut régler ça. Je peux changer. Je peux m'améliorer. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, observant la rue où nous avions marché ensemble tant de nuits, quand je croyais encore que nous étions partenaires. Isabella, dis-je sans me retourner. Tu as eu 8 ans pour t'améliorer. Tu as choisi d'utiliser chaque jour de ces 8 années pour devenir pire. Quand je me suis enfin retourné pour la regarder, je n'ai pas vu la femme sophistiquée et intelligente dont j'étais tombé amoureux, mais quelqu'un qui avait passé tellement de temps à tromper les autres qu'elle avait complètement oublié qui elle était vraiment. L'avocat dont Elena a parlé, tu vas en avoir besoin. Parce que demain matin, quand tu iras témoigner, chaque mensonge que tu as raconté, chaque dollar que tu as essayé de voler, chaque document que tu as photographié en secret, tout sera utilisé contre toi. Isabella m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une peur authentique. Pour la première fois depuis le début de notre relation, elle me voyait enfin telle que j'étais vraiment. Et maintenant qu'elle me voyait, il était trop tard pour changer quoi que ce soit. 6 mois plus tard, Isabella a effectué des travaux d'intérêt général en attendant son procès pour fraude conjugale. Marco, il a été expulsé après avoir avoué le stratagème afin de réduire sa peine. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise internationale où mes compétences linguistiques étaient enfin valorisées. Ironiquement, Isabella a toujours critiqué ma façon simple de voir la vie, mais c'est précisément cette simplicité qui m'a sauvé. La maison, je l'ai vendue et j'ai acheté un appartement plus petit, plus confortable. Les économies qu'elle a tenté de voler étaient en sécurité, protégées depuis le premier jour de l'enquête. Danny me rend souvent visite. Nous rions du fait qu'Isabella se considérait toujours comme plus intelligente, mais qu'elle a complètement sous-estimé la force de ceux qui préfèrent observer avant d'agir. La leçon à en tirer ? Ne confondez jamais le silence avec la faiblesse. Les personnes les plus dangereuses sont celles que vous pensez inoffensives. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres cas de vengeance épique où des personnes sous-estimées montrent leur véritable pouvoir. Dernière mise à jour, Isabella m'a demandé pardon par lettre. Je lui ai répondu en italien, certaines trahisons ne méritent pas le pardon, seulement des conséquences. La vie est bien meilleure quand on arrête de prétendre être moins que ce que l'on est réellement. Let's leave them to fight. Pretty sure that's what Bounty is thinking as well. Yeah. Second floor. Running down Miles. Run. Why am I trying to peek with a sniper? Oh, shotgun. Quickly now, quickly now. Quickly. The fuck did I just get killed with? Ah, GG's. Shotgun.
Every Fuck. single time I tried to crouch down to get some healing, and they were like at us. Pushed, yeah, as they were healing. The person fucking... That gun shoots fucking fast. Like, holy fuck. Oh, that's a good reason for me to retire the hero. Or the hunter. Or might as well burn up the death cheat. Yeah, that's what I do. But it's also weakening if you... Yeah, well, as you just saw, he took like fucking 4 shots on me. Still though, fucking hits his shots, every single shot, but my ones miss. Makes sense. Like, I really don't think he missed a shot when he was shooting at me. Still going with the shot. It was interesting. Necro is the secondary. But it's a break of 30 seconds, everybody. There you go, Chaos. New one for you to get. It's got Booba. Why is there no dark variant for it? Like, this... Oh, one, it's not a dark variant, it's a light variant. I thought it was a dark variant. So now, what do you think of the actual new Hunter? I think it's fan service. Yeah, pretty much so. I was talking to some Mondale hunters today, and they're like, "We like that it doesn't have a stick up its ass. Like, she's not always angry." I was like, "So we know what everyone's favorite weapon is. Do we know who everyone's favorite hunter is?" I think Luzmala and the Prescient and Dr. Dawn. So all the toxic characters. Cool. They're not toxic. I've bought one character, so you can already assume which one's my favorite. I agree. I spend hardly any money on this game. I spent probably too much money. That was me with Fortnite, but I made all my money back, so... I've spent too much of my life playing this game.
I need my axes back. Oh, there's a trade inside. Oh my god, Shadow. Thank you. You're welcome. How'd you get shattered? I used the Empress card so I didn't have to use points on Necro. Ah. And then there's me who wastes my last 4 perks on Necro. Instead of taking Bullet Grabber. Someone upset a hive over here? Going on alone? In our team here. Sounds like a solo. Where? In front of me. No, they're over there. Yeah, I know. They dipped and dodged the bullet. There's more than one.